Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Je suis Jérôme Pigné, président du 2R3S, accompagné aujourd'hui de Yosra Haribi, analyste junior au 2R3S et doctorante. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Yousra Abourabi. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez soutenu votre thèse en 2016. La thématique de votre thèse porte sur la politique étrangère du Maroc en Afrique. Vous enseignez aujourd'hui les relations internationales à l'Université internationale de Rabat. Vous avez publié un premier ouvrage en 2019 aux éditions De Beuc supérieures intitulé Maroc. Vous publiez un deuxième ouvrage en 2021 sur la politique africaine du Maroc aux éditions Brille. Vous êtes également membre du cluster Affaires politiques de l'ECOSOC de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous allons discuter de la diplomatie marocaine au moment même où le Maroc se trouve au cœur de l'actualité, depuis l'annonce par le Front Polisario le 13 novembre 2020 de la fin du cessez-le-feu signé en 1991. Alors, première question, docteur Abourabi, quel bilan pouvez-vous faire de la diplomatie marocaine de l'année 2020 et de ce début d'année 2021, à la fois au niveau africain et euro-méditerranéen? Alors, la diplomatie africaine a été particulièrement active malgré les limites posées par la crise du Covid. Pour comprendre l'année 2020, il faut revenir 3 ans plus tôt, en rappelant que depuis début 2017, depuis l'adhésion pleine et entière du Maroc au sein de l'Union africaine, sa politique africaine, qui était au début du règne du roi Mohamed VI, essentiellement bilatérale, s'est enrichie d'une dimension multilatérale très prégnante. En l'espace de 3 ans, entre 2017 et 2020, le Maroc s'est bien intégré dans le continent en participant dans les programmes de l'Union africaine, que ce soit en matière sécuritaire, migratoire, environnementale ou encore sanitaire. Il y a encore 3 ans, de nombreux États demeuraient encore neutres ou réticents face à la reconnaissance de l'intégrité territoriale marocaine. Et aujourd'hui, bien des choses ont changé, puisque cette reconnaissance représente la majorité, la norme, face à une minorité de pays africains. Donc l'année 2020 a été particulièrement illustrative de ce tournant, puisque plusieurs pays africains ont ouvert un consulat à Laayoune ou Dakhla, donc ce sont 2 villes qui sont situées dans les provinces du Sud, en 2020. Parmi ces pays, on peut citer la Gambie, le Gabon, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Libéria, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, Eswatini ou encore la Zambie. Donc ça, il s'agit là d'un véritable tournant géopolitique continental, puisque ce tournant consacre en 2021 le Maroc comme une puissance émergente africaine dans sa propre identité, mais aussi dans son espace de projection. Au-delà de la reconnaissance du Sahara marocain, le Maroc s'est particulièrement investi en 2020 dans la coopération Sud-Sud pour faire face à la pandémie du Covid. Et cette coopération s'est particulièrement déployée à travers une diplomatie humanitaire encadrée par l'AMCI. Donc l'AMCI, c'est l'Agence marocaine de coopération internationale. Elle a donc pris la forme de convois de médicaments, de matériel médical et de produits divers, après quand même d'une quinzaine de pays africains. Ce n'était pas la première fois que le Maroc déployait de telles actions humanitaires à l'échelle continentale, puisque depuis une vingtaine d'années, la politique du roi Mohamed VI consiste à faire à l'échelle de la politique étrangère ce qu'il fait déjà à l'échelle de la politique intérieure, et l'aide directe au développement en constitue un aspect très important. Cela dit, l'année 2020 a été remarquable, elle s'est démarquée à ce sujet puisque il était d'autant plus difficile d'organiser ces convois humanitaires et surtout, chaque pays était déjà préoccupé par ses propres problèmes sanitaires et de développement. Alors, à l'échelle euroméditerranéenne, pour répondre à votre question, il y a aussi de nouvelles configurations à prendre en compte. Depuis la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO en 2018, le Maroc affirme d'autant plus sa volonté d'appartenir à un espace ouest-africain qui constitue aussi un espace de libre circulation migratoire. Et à ce titre, le Maroc a déployé depuis 2013 une nouvelle politique migratoire qui vise l'accueil et la régularisation des migrants subsahariens. Il se différencie aussi dans son discours par la promotion d'une désécurisation de la migration, d'une meilleure approche, d'une meilleure coopération intracontinentale des questions migratoires. Par conséquent, il doit aussi composer avec son partenaire européen, qui a aussi d'autres intérêts sur ces questions-là. Et ce partenaire européen est très stratégique puisque le Maroc est lié à l'Union européenne à travers l'obtention d'un statut avancé. L'Europe, aujourd'hui, a tout intérêt à suivre le mouvement des pays africains, à reconnaître le Sahara marocain pour renforcer ses liens
avec le Maroc pour renforcer sa coopération, notamment sur les questions migratoires, le Maroc étant devenu aujourd'hui, à mon sens, un acteur incontournable des relations euro-africaines. Bonjour, docteur Abourabi. Donald Trump a annoncé le 10 décembre 2020 la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Que pensez-vous de cette décision et pensez-vous que son successeur Joe Biden pourrait revenir dessus? Oui, alors effectivement, Donald Trump a annoncé vers la fin de son mandat la reconnaissance par les États-Unis du Sahara comme une région légitime du Maroc. Et cette décision intervenait à moins d'un mois de l'investiture de Joe Biden. La reconnaissance du Sahara occidental marocain pouvait apparaître comme une rupture avec la politique étrangère américaine qui soutenait le plan marocain d'autonomie, mais ne prenait pas position clairement en faveur de l'intégrité territoriale marocaine. En réalité, il s'agit d'un accord tripartite avec Israël qui a été préparé à un haut niveau décisionnel et qui dépasse largement le mandat de Donald Trump, puisque cet accord a permis notamment la normalisation des relations du Maroc avec Israël, après que Israël ait normalisé ses relations avec d'autres pays arabes. Et donc cette normalisation des relations, qui n'est pas, rappelons-le, une attaque contre la Palestine, les Palestiniens et leur juste revendication d'un État souverain, sont aussi soutenus par le Maroc. L'idée n'est pas l'idée de dire que tout État qui entretient des relations diplomatiques avec Israël peut aussi souhaiter voir une Palestine souveraine. Et cet accord tripartite montre qu'on revient à une diplomatie réaliste dans laquelle le propre de la diplomatie, c'est d'abord de maintenir des relations normales dans des situations de désaccord, puisque la résolution des désaccords implique un consensus réciproque sur la respectabilité des parties qui s'opposent. C'est donc une situation win-win-win, si vous voulez, puisque le Maroc obtient la reconnaissance et le soutien d'une grande puissance comme les États-Unis à ses revendications d'intégrité territoriale. Israël se félicite d'avoir obtenu un nouveau partenaire dans la région MENA et les États-Unis se félicitent d'avoir obtenu une percée massive, donc là je cite Donald Trump, une percée massive pour la paix au Proche-Orient. Donc Joe Biden, lui, n'a pas intérêt et n'a pas de toute façon remis en question cette décision qui, encore une fois, dépasse le strict cadre du mandat de Donald Trump et s'inscrit plus généralement dans une stratégie de politique étrangère américaine à haut niveau. Il est donc plus logique que Joe Biden conforte cette décision. Déjà, un consulat à Dakhla et une représentation diplomatique américaine à Lyon ont été inaugurés. Par conséquent, les relations entre le Maroc et les États-Unis seront à même de continuer à se développer à partir de cette nouvelle configuration géopolitique. Merci pour cette réponse. Le Front Polisario menace le Maroc d'une escalade militaire dans une région où la donne sécuritaire devrait être traitée en priorité. Le Maroc n'a jusqu'ici pas répondu à ces attaques et le Royaume semble privilégier l'arène diplomatique. Toutefois, quels seraient les risques d'une escalade militaire pour la région sahélo-saharienne et pour le Maghreb? Aujourd'hui, le Front Polisario, face à la diplomatie marocaine en Afrique et dans le monde, et surtout face au développement économique, social et politique du Maroc, le Front Polisario a davantage perdu sa crédibilité et sa légitimité en tant qu'acteur susceptible de représenter une majorité cohérente. Il ne constitue pas un acteur démocratique, ça il faut le rappeler, et pourtant il joue sur un registre discursif des droits humains. Et ceci est en complète contradiction avec l'identité revendiquée du Front Polisario. Par ailleurs, il n'agit pas non plus en tant que représentant des Sahraouis, puisque 90% des populations vivent dans les provinces du Sud et ils sont représentés par des élus locaux. Donc aujourd'hui, la stratégie du Front Polisario consiste à mettre en avant la possibilité d'un conflit armé pour attirer l'attention médiatique sur un conflit qui, sur le terrain militaire, est extrêmement faible, voire inexistant. L'attaque du Front Polisario à Guelguelet avait été très rapidement maîtrisée par les forces marocaines. Donc ça illustre cette dimension. Donc pour rappel, il s'agissait de bandes armées du Polisario qui avaient interrompu le trafic des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie. Et face à cette attaque, les autorités marocaines avaient entrepris des mesures pour fluidifier le trafic. Elles avaient, il faut le rappeler, pour instruction, les forces marocaines, d'éviter tout contact avec les civils. Et elles ont pu régler l'affaire en une vingtaine de minutes, sans aucun dégât humain et sans aucun dégât matériel. Donc ça montre bien qu'il y a un écart, un fossé entre la façon dont le Front Polisario souhaite médiatiser la possibilité d'un conflit et la réalité sur le terrain. Plus généralement, l'armée marocaine n'entreprend pas de stratégie offensive
envers les groupes armés du Front Polisario, justement dans le cadre du cessez-le-feu. À l'échelle multilatérale africaine, le Front Polisario constitue un acteur faible, peu écouté, très insignifiant, et par conséquent, les risques d'une escalade militaire dans la région sahélienne ne sauraient pas être déterminés par la situation dans les provinces sahariennes du Maroc qui, encore une fois, sont stables sur le terrain. Cependant, il faut le souligner, un rapport onusien fait état de membres du Front Polisario ayant rejoint des groupes islamistes terroristes agissant au Sahel. Et sur cette dimension-là, je pense qu'il faudrait être attentif dans le futur aux évolutions et aux risques que cela peut comporter.